Où nous emmenez-vous ce matin, cher Gérard ? Nous allons évoquer l'évolution contemporaine d'un pays, connu pour son étendue désertique, ses rivages de la mer Rouge au golfe Persique, pour son rôle religieux et la richesse de son sous-sol. Je ne peux vous en dire plus car c'est déjà beaucoup. Jacqueline, où allons-nous ? Oui, en effet, vous m'avez presque donné la réponse avec toutes ces informations. Alors, laissez-moi deviner, est-ce que nous nous dirigeons vers l'Arabie saoudite ? Oui, Jacqueline, nous allons évoquer ensemble cet étonnant pays et plus particulièrement son évolution depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Je vous propose d'intituler notre émission de ce matin « Arabie saoudite, une révolution silencieuse ». Beaucoup de choses sont dites, sont écrites, sont diffusées sur ce pays, mais sans prendre le temps du recul et donc du discernement. Il connaît une évolution beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît, comme dans la tradition du désert, en quelque sorte, beaucoup de vie, mais pas de bruit. D'où notre titre de révolution silencieuse. Un titre qui donne forcément tout de suite l'envie d'en savoir plus et d'en découvrir plus, Gérard. Vous venez d'évoquer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comment présenteriez-vous l'Arabie saoudite de 1945 ? Le royaume saoudien s'est constitué entre les deux guerres mondiales. Puisqu'à la suite de la paix de 1918, il y a eu la chute de l'Empire ottoman et donc l'unification militaire progressive et politique de la péninsule arabique par Abdelaziz Al Saoud, qui va être beaucoup plus connu sous son nom de Ibn Saoud. Et donc le royaume est proclamé en 1932. Et il est important de faire un arrêt sur la situation d'organisation politique de ce royaume saoudien, car on pourrait même faire une comparaison avec l'Iran actuel. Il y a un roi à la tête de l'Arabie saoudite, et non pas un religieux comme en Iran. Donc il y a une séparation des pouvoirs entre le séculier, le royaume, les affaires de la gestion, et puis donc le conseil des oulémas qui a la responsabilité de la religion, des affaires religieuses. Certes, le roi est le protecteur des lieux saints de la Mecque et de Médine, mais il n'en est que le protecteur, n'est-ce pas ? Il n'est pas en charge de la doctrine. Et donc il y a une séparation des pouvoirs, alors qu'en Iran, si on veut poursuivre la comparaison pour avoir ce recul, c'est un ayatollah, c'est un religieux qui est au sommet de la pyramide du pouvoir politique. Donc, ceci étant dit, à la fin des années 30, il y a le début si on peut avoir ce choc de mots, de l'exploitation pétrolière. Et effectivement, intervient en 1945 un accord entre les États-Unis et le royaume saoudien, signé avec le président Roosevelt et donc le roi Ibn Saoud, selon les accords du Quincy, le nom du destroyer américain en mer Rouge, où a lieu la rencontre, et où donc il y a un accord où les États-Unis s'engagent à aider l'Arabie saoudite à exploiter son pétrole et donc à lui donner sa protection en échange des bénéfices et des revenus de l'activité pétrolière. Nous assistons à la naissance de l'Aramco. Oui, vous venez de nous faire découvrir en quelque sorte la naissance de l'Arabie saoudite d'un point de vue politique et économique. Qu'en est-il d'un point de vue social ? Quelle place la religion prend-elle dans la société ? Alors, d'un point de vue religieux, l'Arabie saoudite, dans son histoire, est liée au wahhabisme. D'où vient ce nom ? Eh bien, ce nom est le nom d'un personnage, Mohamed
bin Abdel Wahhab, qui est né en 1703. Et donc, au début de ce XVIIIe siècle, eh bien, se produit l'alliance entre cette doctrine très conservatrice du Coran, de l'islam, le wahhabisme, donc du nom de Abdel Wahhab, et la famille Saoud. Donc cet accord a lieu en 1744. Donc vous voyez, on est à la moitié du XVIIIe siècle. Il y a une alliance donc qui est faite, scellée entre le sabre, entre le responsable de la tribu des Saouds et le Coran. Et cette alliance entre le sabre et le Coran, eh bien, on le retrouve sur le drapeau de l'Arabie saoudite actuelle, n'est-ce pas? Le sabre et puis le premier verset du Coran. Donc le conservatisme religieux est né de cette alliance du XVIIIe siècle, et il a été conforté, ce conservatisme, par l'isolement de l'Arabie saoudite d'un point de vue géographique, de l'isolement effectivement de cette tribu au sein du désert saoudien. Donc l'isolement, eh bien, renforce le conservatisme. Et c'est ce qui explique les difficultés d'adaptation de la société saoudienne à l'évolution technologique. Il y a eu des manifestations lors de l'arrivée des premières voitures dans les années 20, 30. Il y a eu des manifestations dans les années 50, en 1953, contre l'arrivée de la télévision en Arabie saoudite. Et des manifestations violentes. Le neveu du roi de l'époque, eh bien, a été tué lors de ces manifestations. Donc, voyez-vous, et ça est accompagné de cette situation-là l'existence d'une police religieuse, la fameuse Moutawa, qui avait droit pratiquement de vie et de mort en cas d'écart significatif. Donc on est dans une situation qui évolue fortement, avec aussi l'évolution de la population saoudienne qui va être multipliée par 10 en 70 ans, qui flirte maintenant avec les 35 millions d'habitants. Donc le roi fondateur meurt en 1953. Nous assistons en 1979 à une révolte des Wahhabites, donc d'un groupuscule très radical qui prend d'assaut la mosquée de la Mecque. Donc voyez-vous, on est dans des situations extrêmes. À l'époque, les Saoudiens vont faire appel à la France pour remettre de l'ordre grâce au GIGN. Donc on est à un carrefour où on a cette explosion d'une minorité, mais explosion quand même. Et puis l'autre explosion, eh bien, c'est celle des pétrodollars. 1979, deuxième choc pétrolier. En moins de 10 ans, le prix du pétrole est augmenté de $40 le baril. Donc l'arrivée des pétrodollars, la richesse de l'Arabie saoudite, le début du basculement. Merci Gérard d'avoir replacé l'évolution de l'Arabie saoudite dans son contexte historique. Nous comprenons que l'arrivée des pétrodollars va bouleverser la société saoudienne. Gérard, quelles vont être les conséquences de cette année 1979 dont vous nous avez rappelé à la fois la prise de la mosquée de la Mecque par les extrémistes religieux wahhabites et le triplement du prix du pétrole? Cette concomitance ou cette synchronicité est en effet étonnante. Et en plus, elle va reconnaître l'arrivée des troupes soviétiques en Afghanistan. C'est-à-dire qu'un pays athée va influencer, va envahir un pays islamique, l'Afghanistan. Donc, la stratégie que le royaume d'Arabie saoudite va mettre en place, c'est d'envoyer combattre les infidèles soviétiques, les extrémistes wahhabites qui ont surgi cette même année 1979. Donc, triplement des prix du pétrole, prise de la mosquée de la Mecque, invasion de l'Afghanistan. L'année 79 est absolument exceptionnelle. Nous en payons encore le prix 40 ans après. Donc, voilà comment les choses s'organisent. Et bien sûr, un personnage complètement anonyme va devenir très
célèbre un certain Ben Laden, saoudien, qui va partir vers la terre d'Afghanistan. Donc, chacun choisit son camp. Les extrémistes vont partir au combat, eh bien le royaume, dans sa gestion royale, va choisir bien sûr le développement avec l'Aramco, les infrastructures, des investissements à l'intérieur du royaume, des investissements à l'extérieur grâce aux fonds souverains qui est alimenté par ces hauts prix du pétrole, la constitution d'énormes réserves financières à l'intérieur du royaume, jusqu'à 750 milliards de dollars. Donc la société s'enrichit, les princes voyagent, découvrent le monde, s'exposent avec leurs nombreuses suites, des côtes californiennes de Malibu aux côtes espagnoles de Marbella. Donc les conditions se réunissent pour une évolution. Si les conditions, comme vous venez de nous le dire, sont réunies pour l'évolution, alors comment cette évolution saoudienne va-t-elle se manifester ? Eh bien, nous sommes dans un pays baigné par la tradition, avec des règles coraniques, donc cela va prendre du temps. Mais le temps ne s'écoule-t-il pas différemment dans le désert, si vous me pardonnez cette trace d'humour ? Donc l'évolution du royaume va se dessiner par l'évolution de la condition féminine, de l'économie, de la gestion climatique. Il faut ajouter qu'elle est singulièrement accélérée par la présence d'un prince jeune et entreprenant. Oui, il s'agit de Mohammed Ben Salman, LBS. Il est un des 13 enfants du roi actuel Salman, et donc il a été choisi. Il a accompagné son père depuis 10 ans dans les différentes positions que ce dernier a occupées avant d'être désigné héritier et donc de tenir le titre finalement de roi. Donc un prince jeune qui arrive au pouvoir à 30 ans, qui est prince héritier à 32 ans, mais il faut se rappeler du contexte politique. Donc la décision d'évolution est une décision royale. Il n'est pas laissé de liberté à la rue, parce que si la rue devenait à avoir un pouvoir, à ce moment-là, les religieux seraient obligés d'intervenir. Et le pouvoir royal serait obligé de tenir compte de l'action des religieux. Donc, on muselle pour pouvoir bouger. Et c'est ça vraiment ce qu'il faut comprendre dans l'organisation du pouvoir politique et de l'évolution de la société. Il est nécessaire qu'il y ait ce bouclage pour qu'il y ait évolution et museler le pouvoir religieux. Une remarque, Gérard, que je trouve particulièrement intéressante, car c'est un schéma et des explications que nous n'appréhendons pas forcément. Cette situation est en effet propre à l'Arabie saoudite, mais qui va permettre probablement d'avancer. Vous avez également évoqué le statut de la femme. Comment a-t-il évolué et qu'en est-il aujourd'hui ? Avant l'arrivée du roi Salman et de son fils MBS, le roi précédent avait pris en 2011 la décision d'accorder le droit de vote et l'éligibilité aux femmes. Cela s'est matérialisé en 2015 dans les conseils municipaux. Cela avance lentement, direz-vous, mais il faut cependant admettre que cela avance. Il faut tenir absolument compte de la situation historique et religieuse. Donc le roi Salman et son fils MBS vont être des instruments de cette évolution, avec aussi l'influence extérieure telle que celle qui sort des Émirats arabes unis, où il y a aussi une évolution sociétale. Donc la jeunesse de la population, 44% de la population saoudienne a entre 15 et 40 ans, donc pousse à cette accélération de la société, non pas pour copier le modèle occidental, mais pour acquérir des degrés de liberté. Donc en 2017, vous avez la conduite automobile autorisée par les femmes. 2018, elles ont le droit d'assister aux concerts et aux matchs de football. Même année, on met fin au secret du divorce. Avant, un mari pouvait divorcer sans le dire à sa femme. Maintenant, elle est prévenue et elle peut faire donc en conséquence. En 2019, année suivante,
suivante, les femmes peuvent voyager à l'étranger sans autorisation préalable. Donc, en 2021, les femmes peuvent vivre seules, sans permission de leur famille. Voyez-vous, donc, on est vraiment dans une accélération et une femme est maintenant numéro 3 du Conseil de la Choura, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale. Enfin, la fameuse police religieuse n'a plus le droit d'emprisonner, elle a juste le droit de faire des remontrances. Donc voyez-vous, il y a toujours cette politique des petits pas dans le temps, des petits pas dans l'organisation de la société, mais des petits pas continue. Et donc, si en 2015, il y a eu des soubresauts lorsqu'un Saoudien est devenu président des rapporteurs de la Commission des droits de l'homme à l'ONU, eh bien, voyez-vous, maintenant, on comprend que aussi les organisations internationales ont apporté leur aval. Merci Gérard pour cette description précise et qui traduit une vraie dynamique positive dans un cadre strict. Gérard, que pouvez-vous nous dire des autres aspects de cette évolution de l'Arabie saoudite ? Comme je vous l'indiquais, Jacqueline, le deuxième grand volet de l'évolution de l'Arabie saoudite se situe dans le domaine économique. Et à nouveau, nous trouvons le prince Mohammed Ben Salman, MBS, ministre depuis l'année 2015 et à ce titre président du Conseil des affaires économiques et du développement. Et donc là, vous voyez qu'il était déjà dans la préparation de ce qui va intervenir en 2017 avec l'annonce du plan Vision 2030. Et ce plan 2030, effectivement, met en œuvre progressivement une diversification économique, une évolution sociale dont on a abondamment parlé, et aussi une évolution politique. Donc le plan 2030 vise à déspécialiser l'Arabie saoudite de sa richesse pétrolière en passant davantage à la transformation, donc à l'industrie pétrochimique et aussi à des développements industriels autour des évolutions technologiques. Donc la récupération du gaz carbonique, le traitement du gaz carbonique par exemple, voilà un des axes de développement potentiel industriel. Et puis, autre grand volet qui accompagne l'ouverture de ce pays, l'ouverture sociétale et ouverture maintenant vers l'extérieur en s'ouvrant au tourisme. Donc il y a un grand projet autour d'un site exceptionnel qui est le site d'Al-Oula, où il y a des sépultures, où il y a des habitations qui remontent à 7000 ans, donc 5000 ans avant Jésus-Christ. Et là, la France est un partenaire de l'organisation et de la préparation de ce territoire à l'ouverture au tourisme. Et il existe en France, a été créée une agence pour le développement de la région d'Al-Oula. Donc la France va apporter son savoir-faire dans la gestion du patrimoine, dans l'organisation bien sûr de la logistique touristique, donc des hôtels, de la restauration, des lieux de détente, etc., etc. Donc il y a vraiment une ouverture et une possibilité maintenant d'obtenir son visa pour l'Arabie saoudite en 3 jours. Et donc, en plus de la culture, eh bien, une ouverture aussi à nouveau vers le tourisme et vers le Golfe. Donc, l'Arabie saoudite a décidé d'ouvrir 12 parcours de golf et de s'inscrire donc dans les compétitions internationales. Un visage nouveau va apparaître avec, bien sûr, des investissements très importants, 64 milliards de dollars d'investissements dans le domaine des loisirs. J'ai envie de dire chic pour le golf, hein. Mais après l'important volet de l'évolution du statut de la femme et maintenant celui sur l'économie, que vous reste-t-il à nous dire sur l'évolution silencieuse de l'Arabie saoudite ? Eh bien, la contribution saoudienne au contrôle du climat qui vient d'être annoncée à la fois par le Royaume et aussi par la première compagnie pétrolière du monde, l'Aramco, donc plan zéro émission nette pour 2060. Alors, il y a les grands besoins énergétiques de l'Arabie
Saoudite, parce qu'elle consomme beaucoup d'électricité, parce qu'elle a besoin de beaucoup d'eau. Et donc, en ayant besoin de beaucoup d'eau, elle désalinise l'eau de mer. Et donc, aussi, et quand on est le climat, eh bien, il faut refroidir, et ça se prend aussi beaucoup de ressources en électricité. Donc, elle a des projets vers l'hydrogène, elle a des projets importants dans l'éolien, puisqu'il y a le vent du désert et le vent de la mer, et bien sûr, cette énorme superficie couverte par le soleil, donc les ressources en énergie solaire. Et l'Arabie saoudite a aussi un regard vers le nucléaire, comme les Émirats arabes unis, qui viennent d'ouvrir leur première centrale d'origine coréenne. Donc, l'évolution va continuer profondément. Gérard, voilà un panorama vraiment impressionnant. Souhaitez-vous éventuellement ajouter quelque chose ? Mais écoutez, beaucoup de critiques ont été et sont adressées à l'Arabie saoudite. L'idée de l'émission d'aujourd'hui est de présenter un panorama objectif de cette évolution. Certes, il y a encore des problèmes, certes, il y a des exécutions capitales, mais l'Arabie n'est pas le seul pays qui, hélas, pratique cela, n'est-ce pas ? Par contre, il fait partie, avec les Émirats arabes unis, des grands pays pétroliers arabes qui font réellement avancer leur pays et leurs habitants, peut-être selon le pas lent du dromadaire, mais alors avec la même sûreté de pas que ce dernier, si on veut poursuivre la comparaison.